L'Alaska, point. Le dernier territoire sauvage de l'Amérique. Des milliers de kilomètres carrés où la nature règne encore. Des villages si isolés qu'ils ne sont accessibles que par avion. Des communautés où l'hiver apporte une obscurité qui dure des mois. Où les températures descendent à -40 degrés. Où la survie dépend de votre communauté. Mais dans ces petites villes, loin de tout, quelque chose d'étrange se passe. Des choses que les habitants connaissent, mais dont ils ne parlent pas aux étrangers. Des disparitions qui n'ont jamais de sens. Des événements qui défient toute explication rationnelle. Ce que vous allez entendre sont 7 cas documentés. Rapport de police. Témoignages. Témoignages. Articles de journaux. Ce ne sont pas des légendes. Ce sont des événements réels qui se sont produits dans de vraies communautés et qui continuent de se produire. Histoire numéro 1. Le village qui a oublié février 2014. C'est Kivalina, Alaska. Population 374 habitants. Kivalina est une petite communauté Inupiat, située sur une étroite bande de terre entre la mer de Chukchi et la rivière Kivalina. Pontant. C'est isolé. Le village n'est accessible que par avion ou bateau. Pas de route. Tout le monde connaît tout le monde. C'est ce genre d'endroit. Sarah Anamiatoguk travaille comme enseignante à l'école locale. Elle vit à Kivalina depuis 3 ans, venue de Anchorage pour enseigner. Elle aime la communauté, elle aime ses élèves. Tout est normal jusqu'au matin du 18 février. Sarah se réveille et quelque chose ne va pas. Elle ne peut pas identifier quoi exactement, mais quelque chose a changé. Elle se prépare pour l'école et marche à travers le village. C'est alors qu'elle commence à le remarquer. Les gens la regardent bizarrement. Pas hostile, juste confus. Comme s'il ne la reconnaissait pas. « Bonjour Mary », dit-elle à l'une des femmes aînées qu'elle connaît depuis 3 ans. La femme s'arrête. La regarde. « Je suis désolé. Est-ce que je vous connais ?» Sarah rit, pensant que c'est une plaisanterie. « C'est moi, Sarah. J'enseigne à vos petits-enfants. Je n'ai pas de petits-enfants à l'école. » Sarah sent un frisson la parcourir. « Mary. C'est moi. Sarah Anamiatoguk. Je vis dans la maison bleue, près de l'église. » Mary secoue la tête. « Je ne connais personne avec ce nom. Et il n'y a pas de maison bleue près de l'église. » Sarah se retourne et regarde. Sa maison est là. Bleu, point. Exactement où elle a toujours été. Elle se retourne vers Mary pour le lui montrer, mais la femme est déjà partie. Sarah marche jusqu'à l'école. Tiens. Saint-Gène. Il est beau, le ouais. Les enfants arrivent. Mais aucun d'entre eux ne la reconnaît. Ils la regardent comme si elle était une étrangère. « Où est notre professeur ?» demande l'un des plus âgés. Demande l'un des plus âgés. « Je suis votre professeur, » dit Sarah. « Nous avons eu cours ensemble hier. »« Non, » dit l'enfant. « Notre professeur s'appelle Monsieur Peterson. Il enseigne ici depuis 5 ans.
Sarah va voir le directeur. Family. Le directeur la regarde comme si elle était folle. Puis-je vous aider? Vous avez rendez-vous? C'est moi, Sarah. Je travaille ici. Le directeur vérifie son ordinateur. Je n'ai personne avec ce nom sur mon personnel. Sarah sort de l'école. Elle est paniquée maintenant. Elle retourne à sa maison. Elle fouille dans ses affaires. Ses photos, ses documents. Tout est là. La preuve qu'elle vit ici depuis 3 ans. Elle prend une photo d'elle avec plusieurs villageois lors d'une fête l'été dernier. Elle retourne dans le village. Elle montre la photo aux gens qu'elle reconnaît dedans. Aucun d'entre eux ne la reconnaît. Pire encore, quand ils regardent la photo, ils la voient différemment. C'est une belle photo de la fête, dit l'un d'eux. Mais je ne vous vois pas dedans. Sarah regarde la photo. Elle est là. Clairement visible. Clairement visible. Debout. Avec 3 autres personnes. Je suis juste là, dit-elle, pointant vers elle-même. La personne plisse les yeux vers la photo. Il n'y a personne là. Juste un espace vide. Sarah passe les 3 jours suivants essayant de convaincre les gens qu'elle existe. Qu'elle vit ici, qu'elle les connaît. Mais personne ne se souvient d'elle. Son nom n'apparaît dans aucun dossier. Sa maison est là avec toutes ses affaires, mais quand d'autres personnes la regardent, ils voient une maison abandonnée. Le 4e jour, Sarah prend une décision. Elle doit partir. Elle prend l'avion pour Anchorage. Là, les gens la reconnaissent. Son identité existe. Ses dossiers sont réels. Elle contacte les autorités. Elle leur raconte ce qui s'est passé. Ils enquêtent. Ils vont à Kivalina. Ils demandent aux villageois. Personne ne se souvient de Sarah Anangyatogo. Les dossiers scolaires montrent qu'un monsieur Peterson enseigne dans cette classe depuis 5 ans. Mais voici ce qui est étrange. Sarah trouve d'anciennes photos sur les réseaux sociaux. Des photos qu'elle a postées depuis Kivalina au cours des 3 dernières années. Elles existent toujours. Elles existent toujours. Les gens les ont aimées, ont commenté. Mais maintenant, dans ces photos, elle n'apparaît pas. Juste des paysages. Des groupes de personnes avec un espace blanc inexplicable où elle aurait dû être. Sarah ne retourne jamais à Kivalina. Elle ne peut pas expliquer ce qui s'est passé. Les psychologues disent qu'elle a eu une sorte de rupture mentale, qu'elle a imaginé vivre là pendant 3 ans. Mais Sarah a toujours les affaires qu'elle a emballées, les vêtements qu'elle portait, les livres qu'elle utilisait pour enseigner. Toutes les preuves physiques qu'elle était là, sauf que personne ne se souvient. C'est comme si elle n'avait jamais existé pour ce village. Et voici le détail qui terrifie. Sarah, environ 6 mois après qu'elle soit partie, elle reçoit
un email. De l'adresse, de l'école, de Kivalina. Pas de message. Juste une pièce jointe. Une photo. C'est sa classe. Les enfants qu'elle enseignait. Mais debout devant eux, se trouve quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a son visage. Son corps prend un nid. Ses vêtements. Mais ce n'est pas elle. Et dans le coin de la photo, écrite à la main sur le tableau, nous nous souvenons maintenant. Histoire numéro 2, les lumières de Barrow, novembre 2016. Utqiagvik, anciennement Barrow, Alaska. Population 4,2. Un 2 habitants. Utqiagvik est la communauté la plus au nord des États-Unis. De la mi-novembre à la fin janvier, le soleil ne se lève pas. C'est l'obscurité polaire. 2 mois de nuit continue. Les habitants sont habitués. C'est la vie dans l'Arctique. Mais en novembre 2016, quelque chose de différent commence à se produire. Ça commence avec David Ita, un homme de 45 ans qui travaille pour les services publics. Il est dehors à 14 heures. Ce qui signifie l'obscurité totale pour vérifier des générateurs sur le bord de la ville. Il voit quelque chose dans le ciel. Dans le ciel, des lumières. Mais pas des aurores boréales. Il connaît les aurores boréales. Il les a vues toute sa vie. Ce sont différentes. Elles sont oranges. Elles pulsent. Et elles semblent basses. Très basses. David prend une photo avec son téléphone. Il la poste sur Facebook avec la légende. Quelqu'un sait ce que c'est. Dans les 30 minutes, il reçoit une douzaine de commentaires. D'autres personnes les ont vus aussi, tout autour de la ville. Toutes dans la même fenêtre de temps. Les lumières continuent d'apparaître chaque nuit. Toujours entre 14 heures et 16 heures. Toujours orange. Toujours pulsante. Elle bouge lentement à travers le ciel, parfois s'arrêtant, puis continuant. Au début, les gens sont curieux. Puis ils commencent à remarquer autre chose. Les chiens. Toute la ville devient silencieuse quand les lumières apparaissent. Comment? Les chiens de traîneau, dont il y a des centaines à Utqiagvik, arrêtent d'aboyer. Ils se cachent. Ils tremblent. Puis les pannes de courant commencent. Pas toute la ville. Juste des sections aléatoires. Les lumières apparaissent. Une section de la ville perd l'électricité. Les lumières partent.
Les lumières et la lumière entrent. L'électricité revient. La compagnie d'électricité ne peut trouver aucune cause aux pannes. Aucun problème d'équipement. Les générateurs fonctionnent parfaitement. Une semaine après le début des Lumières, une femme nommée Lucy Najak appelle la police. Elle est hystérique. Elle dit que quelqu'un est dans sa maison. La police arrive en 5 minutes. Ils fouillent la maison. Personne. Mais Lucy insiste. Il y avait quelqu'un dans ma chambre. Je me suis réveillée. Et quelqu'un était debout à côté de mon lit. Mais, Kanzie, Pompevi. Grand, mince, Pédiwen. Je ne pouvais pas voir son visage. Juste une silhouette. Les officiers vérifient les serrures. Toutes verrouillées. Aucun signe d'effraction. Ils disent à Lucy qu'elle a dû faire un cauchemar. Mais le lendemain, 3 autres personnes appellent avec la même histoire. Pop, quelqu'un dans leur maison. Debout, à côté de leur lit. Ma. Grand. Mince pont. Pas de visage visible. La semaine suivante, 23 personnes rapportent la même chose. Toutes décrivent la même silhouette. Toutes disent la même chose. Elles se réveillent et ça se tient juste là, immobile. Allez regarder. Les rapports de police s'accumulent. Mais les officiers ne peuvent rien faire. Il n'y a jamais de preuves. Pas d'empreinte. Pas d'empreinte. Pas de traces. Rien. Puis, les lumières font quelque chose de nouveau. Au lieu de rester dans le ciel, elles descendent. Des témoins rapportent les avoir vues toucher le sol juste à l'extérieur de la ville. Là où elles touchent, la neige fond en cercle parfait. Un groupe de résidents décide d'enquêter. Ils conduisent jusqu'à l'un des sites où les lumières ont touché le sol. Ils trouvent le cercle de neige fondu. Au centre, il y a quelque chose. Des empreintes. Mais pas humaines. Pas animal. Quelque chose d'autre. Elles sont grandes. 3 fois la taille d'empreintes humaines. Mais la forme est vaguement humaine. Ah, 5 orteils.
heurtée. Mais elle est espacée étrangement et profonde. Comme si ce qui avait fait ces empreintes était très lourd. Les empreintes mènent loin du cercle, vers la ville. Le groupe les suit. Les empreintes vont directement aux maisons. Aux mêmes maisons où les gens ont rapporté voir la silhouette dans leur chambre. Le groupe rapporte ce qu'ils ont trouvé aux autorités. La police envoie les photos des empreintes à des experts en faune. Aucun d'entre eux ne peut les identifier. Elles ne correspondent à aucune créature connue. Les lumières continuent pendant tout novembre et décembre. Les rapports de la silhouette dans les maisons continuent. Puis, fin janvier, le soleil commence à se lever à nouveau et les lumières arrêtent. Aucune explication n'est jamais fournie. Les autorités disent qu'il s'agissait probablement de ballons météorologiques ou de drones. Un ballon, de l'annonce météorologique, drone. Mais les ballons météorologiques n'expliquent pas les empreintes. Les drones n'expliquent pas les silhouettes dans les chambres. Les habitants du Kiavik ne parlent pas beaucoup de cet hiver. Pas aux étrangers, mais entre eux, ils savent. Quand l'obscurité polaire revient, ils ferment leurs portes. Ils barricadent leurs fenêtres. Et ils ne regardent pas les lumières oranges dans le ciel. Parce qu'ils savent ce qui vient après. Histoire numéro 3. La femme qui n'a jamais vieilli, 1987 à 2019. Nome, Alaska. Population, environ 3,8 habitants. Cette histoire couvre plus de 30 ans. Elle commence avec un homme nommé Robert Chen. En 1987, Robert est un jeune médecin qui vient d'être affecté au centre de santé de Nome Ponte. Il a 26 ans, fraîchement diplômé de l'école de médecine. Il rencontre beaucoup de patients au cours de ses premiers mois. L'un d'eux est une femme nommée Anna Sage. Elle vient pour un contrôle de routine. Robert note dans son dossier qu'elle a environ 30 ans. Elle est en bonne santé. Rien de remarquable. Robert travaille à Nome pendant 2 ans, puis part pour un meilleur poste à Anchorage. Il y reste pendant 15 ans, construit une carrière, se marie, a des enfants. En 2004, il décide de retourner à Nome. Il a raté la petite communauté. Il veut que ses enfants grandissent dans un endroit où tout le monde se connaît. Il reprend son ancien poste au centre de santé. Il revoit beaucoup de ses anciens patients. Ils ont vieilli, bien sûr. 17 ans ont passé, mais ils se souviennent de lui. C'est agréable. Puis, Anna Sage prend rendez-vous. Robert la voit dans son dossier et sourit. Il se demande comment elle va. 17 ans, elle doit avoir environ 47 ans. Anna entre dans son bureau. Robert lève les yeux et se fige. Elle a l'air exactement comme en 1987. Pompon, même visage, même corps Pompey, même âge, environ 30 ans. Bonjour, Dr. Chen, dit-elle.
Content de vous revoir. Robert lutte pour parler. Anna? C'était. Vous avez l'air bien? Merci. J'essaie de rester en forme. Robert fait l'examen. Tout est normal, mais il ne peut pas arrêter de penser au fait qu'elle ne semble pas avoir vieilli d'un jour. Après l'examen, il vérifie son dossier médical. Date de naissance: 15 juin 1957. Elle devrait avoir 47 ans. Elle paraît 30. Robert se dit que son dossier doit être erroné. Peut-être qu'il s'agit d'une fille du même nom. Ou peut-être qu'elle a juste une bonne génétique. Certaines personnes vieillissent lentement. Mais ça le tracasse. Alors il vérifie les anciens dossiers. Il m'alard. Docteur Ado. De Ledzi. Un dossier pour Indine. Les notes médicales de 1987. Juan Pedro Tronzies. C'est son écriture. C'est son écriture. C'est définitivement la même Anna Sage. Proportion des chaînes partant de Mège et Kézé, Anmo, Puer et Etronor. Et, en 1987, elle a dit qu'elle avait 30 ans. Robert décide de laisser tomber. C'est étrange, mais pas impossible. Les gens vieillissent différemment. 5 ans passent. Robert voit Anna plusieurs fois pour divers problèmes mineurs. Elle a toujours l'air de 30 ans. Jamais plus âgée. Jamais plus jeune. Semzienne. Plus jeune. Exactement la même. En 2009, Robert mentionne casually Anna à une infirmière plus âgée qui travaille au centre depuis les années 1970. « Oh, Anna, dit l'infirmière. Elle vient ici depuis avant que je commence à travailler. Belle femme. Ne vieillit pas d'un jour. Vous la connaissez depuis longtemps? Mais, oh, au moins 40 ans. Elle avait l'air exactement pareille quand je l'ai rencontrée pour la première fois en 1975. Robert sent un frisson. Elle avait quel âge en 1975? Je dirais environ 30. Ce soir-là, Robert fait quelque chose qu'il sait qu'il ne devrait pas faire. Il accède aux anciens dossiers médicaux dans les archives. Pas les dossiers numériques. Les vieux dossiers papier qui remontent à des décennies. Il trouve le dossier d'Anna Sage. Il remonte. 1985, 1980, 1975, 1970. Le dossier continue. 1965, 1960. 1955. Le dossier le plus ancien date de 1952, 67 ans auparavant. Et dans ce dossier, il y a une photo. Une photo d'identité médicale en noir et blanc. C'est Anna, exactement la même. Ayant l'air d'environ 30 ans, Robert fait quelque chose d'illégal. Il prend le dossier. Il l'emporte chez lui. Il passe toute la nuit à le lire. Samuel Jason Zirtamein, Donne. Les notes médicales couvrent des décennies. Examen de routine.
quelques blessures mineures. Rien de grave. Mais ce qui est étrange, ce sont les notes sur son apparence. Encore, et encore, différents médecins notent. Le patient a l'air remarquablement jeune pour son âge indiqué. En 1952, elle a dit qu'elle avait 30 ans. En 1970, elle a dit qu'elle avait 35 ans. En 1985, elle a dit qu'elle avait 30 ans à nouveau. En 2004, elle a dit qu'elle avait 47 ans. Mais dans chaque photo, à chaque visite, elle a l'air d'avoir 30 ans. Robert décide de lui parler directement. Il prend rendez-vous avec elle. Quand elle arrive, il ferme la porte de son bureau. « Anna, j'ai besoin de vous poser une question étrange. Quel âge avez-vous vraiment ?» Anna sourit, pas surprise, pas inquiète, juste un sourire calme. Je me demandais quand quelqu'un allait enfin demander. Alors? Quel âge? Je ne sais pas. Je ne compte plus. Comment est-ce possible? Comment ne vieillissez-vous pas? Anna se lève. Dr. Chen, il y a des choses ici en Alaska que vous ne comprenez pas. Des choses qui existaient avant que votre peuple ne vienne. Des choses qui existeront après votre départ. Qu'est-ce que vous êtes? Je suis ce que j'ai toujours été. Une partie de cet endroit. Elle se dirige vers la porte. Robert l'arrête. Attendez. Je dois savoir. Combien de temps avez-vous vécu ici? Anna se retourne et le regarde. Pour la première fois, Robert voit quelque chose dans ses yeux. Quelque chose d'ancien. Quelque chose qui ne devrait pas être dans des yeux humains. J'étais ici quand les premiers Inupiats sont venus, dit-elle doucement. J'étais ici quand les Russes sont arrivés. J'étais ici quand l'or a été découvert. J'ai vu chaque génération venir et partir. Et je serai ici bien après votre départ. Elle sort. Robert reste assis dans son bureau, tremblant. Il essaie de parler aux autorités. Il pense qu'il perd la tête. Il montre les dossiers médicaux. Ils disent que ça doit être plusieurs personnes avec le même nom. Coïncidence. Coïncidence. Robert devient obsédé. Il commence à enquêter sur Anna. Il découvre des photos d'elle dans les archives historiques locales. Une photo de 1920 montrant un groupe de travailleurs de la ruée vers l'or. Anna est dans le fond. Même visage. Même âge. Une photo de 1890 d'un poste de traite russe. Anna est là, debout, avec des commerçants. Exactement la même. Robert essaie de la confronter à nouveau. Mais Anna a déménagé. Aucune adresse. Aucun numéro de téléphone. Elle est partie. Robert Chen a pris sa retraite en 2019. Avant de partir, il a laissé toute sa recherche sur Anna Sage dans un coffre-fort fermé au centre de santé, avec une note. Pour celui qui voit ensuite, Anna Sage n'a jamais été revue à Nome. Mais des rapports de petites communautés à travers l'Alaska mentionnent une femme correspondant à sa description. Toujours environ 30 ans. Toujours aimable. Toujours là pendant quelques décennies, puis partie. Et si vous regardez attentivement les vieilles photos historiques de l'Alaska, parfois vous la verrez, en arrière-plan. Dans les foules, toujours la même. Toujours à regarder l'appareil photo. Toujours souriante. Chunen, dira. Mais comme ella el boide. Histoire numéro 4.
Les enfants qui reviennent, mars 2015. Anaktuvuk Pass, Alaska. Point. Population 324 habitants. Anaktuvuk Pass est l'une des communautés les plus isolées d'Alaska. Pontoncil, elle se trouve dans les Brook Range, accessible uniquement par avion. C'est un village Nunamut traditionnel. Les gens vivent ici depuis des générations. En mars 2015, quelque chose d'étrange commence à se produire. Des enfants disparaissent. Femme des divisions aimées. Des anciens de Dion Dishon. D'abord, c'est Tommy Akutchuk, 8 ans. Il sort pour jouer dans la neige près de sa maison. Sa mère le surveille depuis la fenêtre. Elle se détourne pendant 1 minute. Quand elle regarde à nouveau, il est parti. La communauté entière. La communauté entière. C'est une petite communauté. Ils connaissent chaque centimètre carré du village. Mais Tommy reste introuvable. Pas de traces dans la neige, pas de signe de lutte. Il est juste parti. Parti. 2 jours plus tard, Sarah Mori, « 6 ans, disparaît. Même situation. Elle joue dehors. Sa famille la surveille. Se détourne brièvement. Elle est partie. En 2 semaines, 5 enfants disparaissent. Tous âgés de 6 à 10 ans. Tous dans des circonstances similaires. La police d'État vient. Le FBI vient. Il fouille. Pendant des semaines. Rien. Pas de corps. Pas d'indices. 5 enfants se sont évaporés. La communauté est dévastée. Les parents ne laissent plus leurs enfants sortir. L'école ferme. Tout le monde a trop peur. Puis, 6 semaines après la première disparition, Tommy Akutchuk rentre chez lui. Il marche simplement dans le village un matin. Porte les mêmes vêtements qu'il portait quand il a disparu. N'a pas l'air blessé. N'a pas l'air affamé. A exactement l'air comme il avait il y a 6 semaines. Sa mère le voit et crie. Elle court vers lui et le serre dans ses bras. « Où étais-tu? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Tommy la regarde. Il ne pleure pas. Il ne semble pas effrayé. Il dit juste « J'ai joué. » Joué où? Avec qui? Avec les autres enfants. C'est dans l'endroit en dessous. Sa mère l'emmène immédiatement à la clinique. Le médecin l'examine. Tommy est en parfaite santé. Pas de blessure. Pas de blessure. Pas de signe de malnutrition. Pas de signe d'exposition aux éléments. C'est comme s'il n'était jamais parti. La police l'interroge. Mais Tommy ne peut pas, ou ne veut pas, expliquer où il était. Il continue de parler de l'endroit en dessous et de jouer avec les autres enfants. Quand on lui montre des photos des autres enfants disparus, il s'illumine. Oui, ils étaient là aussi. On s'amusait bien. 2 jours plus tard, Sarah Mori revient. Même histoire. Nom d'élite. Marche simplement dans le village. Porte les mêmes vêtements. Parfaite. Santé. Dit qu'elle jouait dans l'endroit en dessous. Sur les 6 semaines suivantes, tous les 5 enfants reviennent. Tous
dans les mêmes conditions. Tous racontant la même histoire. Les autorités sont perplexes. Mais où étaient ces enfants? Qui s'occupait d'eux? Pourquoi ne peuvent-ils pas expliquer clairement où ils étaient? Les parents sont juste soulagés d'avoir leurs enfants en retour. Mais quelque chose ne va pas. Les enseignants le remarquent en premier quand l'école rouvre. Les enfants sont différents. Pas de manière évidente, mais subtilement. Ils sont plus calmes, plus observateurs. Ils passent beaucoup de temps à se regarder mutuellement, comme s'ils partageaient un secret. Et ils dessinent tous la même chose, encore et encore. Des tunnels. Des tunnels descendant dans la terre. Et, au fond de ces tunnels, des silhouettes. Grandes, minces, sans visage. Sans visage. Une enseignante nommée Lisa Kavik est tellement inquiète qu'elle contacte un psychologue pour enfants d'encourage. Le psychologue vient et parle aux 5 enfants. Séparément. Tous racontent la même histoire avec des détails identiques. Il y a un endroit sous le village, des tunnels qui descendent profondément dans la terre. C'est chaud là-bas. Lumineux. Les personnes longues vivent là. Elles sont aimables. Elles jouent avec les enfants. Elles leur donnent de la nourriture. Elles leur racontent des histoires. À quoi ressemblent ces personnes longues? Demande le psychologue. Elles sont grandes, très grandes. Leurs bras sont longs, leurs doigts. Elles n'ont pas de visage. Elles n'ont pas de visage. Enfin, elles en ont. Mais on ne peut pas les regarder. Ça fait mal aux yeux. Comment êtes-vous arrivés là-bas? Elles nous ont appelés. On entendait leur voix. On entendait leur voix. Puis le sol s'est ouvert. On est juste descendu. Le psychologue rapporte tout cela. Personne ne sait quoi faire de cette information. Rechercher des tunnels? Ni où? Le village est construit sur du pergélisol. Il n'y a pas de système de tunnel. Mais les aînés du village ne sont pas surpris. Ils racontent de vieilles histoires. Des histoires sur les gens de dessous. Des êtres qui vivaient ici avant les humains. Qui vivent toujours ici, dans les profondeurs. Qui parfois prennent des enfants. Parfois les retournent.
Parfois, non. Les autorités officielles considèrent le tout comme une sorte de trauma partagé. Les enfants ont vécu quelque chose. Peut-être qu'ils ont été kidnappés par quelqu'un qui les a convaincus que c'était un jeu. Et maintenant, ils ont créé cette histoire élaborée pour y faire face. Mais les dessins continuent. Les 5 enfants, maintenant adolescents, dessinent toujours les mêmes tunnels, les mêmes silhouettes. Et parfois, tard dans la nuit, les parents les entendent parler dans leur sommeil. Pas en anglais, pas en inupiaq. Dans une langue que personne ne reconnaît. Et depuis 2015, aucun autre enfant n'a disparu à Anaktuvuk Pass. Mais les parents surveillent toujours étroitement, parce qu'ils savent que quelque chose, sous leurs pieds, attend. Quelque chose qui aime jouer avec les enfants, et qui pourrait les appeler à nouveau. Histoire numéro 5. Le chasseur qui a vu septembre 2018. Chalkitsik, Alaska. Population 69 habitants. Chalkitsik est minuscule, même par les normes de l'Alaska. 69 personnes vivent dans ce village le long de la rivière Black Pond. C'est isolé. C'est traditionnel. Les gens chassent et pêchent pour survivre. James Peter est un chasseur. Il a 52 ans. Il chasse dans ces terres depuis qu'il a 12 ans. Il connaît chaque colline, chaque vallée, chaque rivière. En septembre 2018, James part pour une chasse à l'orignal de plusieurs jours. Il connaît un bon endroit à environ 30 km du village. Il y va en VT, installe un camp et commence à chasser. Le premier jour est normal. Il voit quelques pistes. Pas d'orignaux encore, mais c'est bon. Il a du temps. Le deuxième jour, il remarque quelque chose d'étrange. Les sons de la forêt sont silencieux. Pas d'oiseaux, pas d'écureuils, juste le silence. C'est inhabituel. C'est inhabituel. Il y a toujours du bruit dans la forêt. James décide de déplacer son camp. Peut-être qu'il y a un ours dans la région. Les ours rendent les autres animaux. Silencieux, il emballe son équipement et commence à marcher. C'est alors qu'il le voit, à travers les arbres. Quelque chose de grand, vraiment grand. Au début, il pense que c'est un ours debout sur ses pattes arrière. Mais alors il comprend. Ça n'est pas un ours, c'est humanoïde. Debout sur 2 jambes. Mais c'est énorme. Au moins 2,50 m de haut, large. Couvert de poils sombres. James se fige. Il a entendu les histoires.
Tout le monde en Alaska a entendu les histoires, mais il n'y a jamais cru, jusqu'à maintenant. La créature ne l'a pas encore vue. Elle est de côté à lui, regardant quelque chose sur le sol. James lève lentement son fusil, pas pour tirer, juste au cas où. Puis la créature tourne la tête, directement vers lui, et leurs yeux se rencontrent. James dit plus tard que les yeux étaient le pire. Ils étaient intelligents. Sabir era doigt. Intelligent. Ils n'étaient pas des yeux d'animal. Ils étaient mères qui sont instruments. Il y a des hommes, la nada, le zila. Calculateur. Né conscient. La créature ne bouge pas. James ne bouge pas. Il se regarde fixement pendant ce qui semble être une éternité. En réalité, c'est probablement environ 30 secondes. Puis, la créature fait quelque chose qui glace le sang de James. Elle hoche la tête. Un mouvement, clairement, délibéré. Comme si elle disait « Je te vois, je te reconnais ». Ensuite, elle se retourne et marche dans la forêt. Pas en courant, pas effrayée, juste. Par pompe, se déplaçant entre les arbres avec une facilité qui ne devrait pas être possible pour quelque chose de si grand. James reste debout là, tremblant, pendant 10 minutes après que la créature soit partie. Puis, il emballe son camp aussi vite que possible et rentre au village. Il raconte ce qui s'est passé aux aînés. Il hoche la tête. Ils ne sont pas surpris. « Tu as vu un kushtaka » dit l'un d'eux. « Je pensais que les kushtaka étaient des loutres mythologiques. » Ce n'était pas une loutre. Les kushtaka prennent de nombreuses formes. Ce que tu as vu est l'une d'elles. Tu as de la chance. De la chance? Il t'a laissé partir. Ils ne le font pas toujours. James essaie de signaler sa rencontre aux autorités de la faune pont. Ils ne le prennent pas au sérieux. Probablement juste un gros ours, disent-ils. La distance et la surprise lui ont fait paraître plus grand. Mais James sait ce qu'il a vu, et il a quelque chose qui le prouve. Avant que la créature ne parte, James avait activé sa caméra de chasse. C'est une caméra activée par le mouvement qu'il utilise pour filmer le gibier. Il l'avait installée plus tôt dans la journée. Il vérifie la carte SD quand il rentre chez lui. Il y a 47 secondes de vidéo. Ça montre exactement ce qu'il a vu. Une créature massive. Bipède, couverte de poils. Se tenant dans la clairière, se tournant pour le regarder, hochant la tête. Puis, partant, James fait des copies de la vidéo. Il la montre aux gens du village. Ils la croient. Ils savent que ces choses existent. Il essaie de la montrer aux autorités. Ils disent que c'est probablement quelqu'un en costume. Tiré en Senda ou modifié numériquement. Ils ne peuvent pas accepter que ce soit réel.
James a téléchargé la vidéo en ligne. Elle est devenue virale dans les communautés crypto-ologiques. Les experts l'ont analysée. Certains disent que c'est réel. D'autres disent que c'est faux. Mais voici le détail que personne ne peut expliquer. Sur la vidéo, quand la créature hoche la tête, vous pouvez entendre quelque chose. Un son. Ça ressemble presque à des mots. Comme si la créature parlait. Des linguistes ont essayé de l'analyser. Ils ne peuvent pas identifier la langue. Pondi, Ezi, la langue. Mais un aîné de Chalkitsik l'a écouté et a pâli. « Qu'est-ce qu'il dit ?» a demandé James. L'aîné a répondu doucement. Il dit « Nous étions ici en premier. » James Peter n'est jamais retourné à cet endroit de chasse. Il ne chasse plus seul. Il ne chasse plus seul. Et il dort toujours avec son fusil à côté de son lit. Parce qu'il sait maintenant qu'il y a quelque chose dans ces forêts, quelque chose d'ancien, quelque chose d'intelligent et quelque chose qui se souvient. Histoire numéro 6. L'homme qui ne pouvait pas quitter 2012-2000. 17. Tanana, Alaska-Pan. Population 246 habitants. Cette histoire concerne un homme nommé Michael Brennan. Michael n'est pas de l'Alaska. Il vient de Seattle. Il est photographe de la nature. En 2012, il visite Tanana pour faire un projet photo sur des villages ruraux d'Alaska. Il prévoit de rester une semaine. Il reste 5 ans. Au début, c'est volontaire. Il aime le village. Les gens sont aimables. Les paysages sont magnifiques. Il décide de prolonger son séjour. Une semaine devient 1 mois. 1 mois devient 3 mois. Mais alors il essaie de partir. Il réserve un vol de retour à Seattle. Il emballe ses affaires. Il dit au revoir à tout le monde. Le matin de son départ, il se réveille dans son lit à Tanana. Son vol était hier. Il l'a raté. Il ne se souvient pas avoir manqué. Il se souvient s'être endormi la nuit précédente, prêt à partir le matin. Mais d'une certaine manière, il a dormi 24 heures. Son alarme n'a jamais sonné. Personne ne l'a vérifié. Il réserve un autre vol. La même chose se produit. Il va dormir la nuit précédente. Se réveille le lendemain de son vol prévu. Ça continue. Encore et encore. 5 fois, Michael essaie de partir. 5 fois, il manque son vol. Il essaie de rester éveillé la nuit précédant son vol. Il boit du café. Il prend des stimulants. Mais toujours, à un moment donné, il perd conscience et se réveille après avoir manqué son vol. Michael commence à paniquer. Il sent qu'il est piégé. Il parle aux villageois. Certains rient. L'Alaska ne veut pas te laisser partir, plaisante-t-il. Mais certains des aînés ne rient pas. Ils regardent Michael avec quelque chose comme de la pitié. Quelque chose t'a choisi, dit l'un d'eux. Choisi pourquoi? Pour rester. Ça arrive parfois. La terre décide qu'elle veut que tu restes. Et tu ne peux pas partir jusqu'à ce qu'elle soit prête à te laisser partir. Michael pense qu'il délire. Mais il est désespéré. Il essaie une approche
différente. Pas de vol. Il va juste partir, marcher si nécessaire. Il commence à marcher vers le village suivant. C'est 100 kilomètres. Difficile, mais faisable. Il marche pendant 4 heures. 4 heures. Puis il se retrouve de retour à Tanana, à l'exact endroit où il a commencé. Il n'a pris aucun virage. Il a marché en ligne droite. Mais d'une manière ou d'une autre, il est revenu. Il essaie de conduire. Même résultat. Il conduit pendant des heures. Sur ce qui semble être une ligne droite, se retrouve de retour à Tanana. Michael passe les 5 années suivantes à Tanana. Pas parce qu'il le veut, parce qu'il ne peut pas partir. Il ne peut physiquement pas quitter le village. Il développe des routines. Il prend des photos. Il enseigne la photographie aux enfants locaux. Il devient partie de la communauté. Mais à l'intérieur, il désespère. Il se sent comme un prisonnier. En 2017, quelque chose Michael se réveille un matin et sent quelque chose de différent, comme si un poids a été levé. Il ne peut pas l'expliquer, mais il sait. Il emballe ses affaires. Il réserve un vol. Le jour de son départ, il reste éveillé. Mais cette fois, il ne perd pas conscience. Il arrive à l'aéroport, pont. Il monte dans le petit avion. Alors que l'avion décolle, Michael regarde par la fenêtre. Il voit le village en dessous devenir plus petit. Et pour la première fois en 5 ans, il sent qu'il peut respirer. L'avion atterrit à Fairbanks. Michael sort et se tient sur le tarmac. Il est libre. Il a quitté Tanana. Il retourne à Seattle. Retrouve sa vie. Essaie d'oublier les 5 années qu'il a passé piégé dans un village de 246. Mais il ne peut pas oublier. Parce que maintenant, parfois, il rêve. Des rêves de Tanana. Des rêves de marcher dans le village. Et dans ses rêves, il entend une voix. Elle dit « Tu peux partir maintenant, mais tu reviendras. » Ils reviennent toujours. Michael n'est jamais retourné en Alaska. Pompit, il refuse toute mission photo dans l'État. Quand on lui demande pourquoi, il dit seulement « L'Alaska a sa propre volonté, et je ne fais plus jamais confiance qu'elle me laissera partir. » Histoire numéro 7. La ville qui n'existe pas quelque part en Alaska. Emplacement inconnu. Cette dernière histoire est différente, parce que je ne peux pas vous dire où c'est arrivé, parce que le village n'existe pas. Pas sur les cartes, pas dans les dossiers, nulle part.
Ça commence avec un pilote nommé Tom Alstrom. Tom pilote des petits avions en Alaska depuis 30 ans. Il fait des vols cargo vers des villages isolés. Il connaît l'État comme sa poche. En août 2019, Tom reçoit une demande inhabituelle. Un client veut qu'il livre des fournitures à un village. Le nom du village ne lui est pas familier, mais le client fournit des coordonnées GPS. Tom les entre dans son système. Tom, c'est dans une zone éloignée, mais pas impossible. Il accepte le travail. Il charge les fournitures, principalement de la nourriture et du matériel médical, et décolle. Il suit les coordonnées GPS. Après 2 heures de vol, il arrive à l'emplacement. Pan de Miro. Il y a un village en dessous. Petit. Peut-être 20 bâtiments. Un terrain d'atterrissage de terre. Tom atterrit. Quelque chose ne va pas immédiatement. Le village a l'air ancien. Pas dans le sens historique. Dans le sens qu'il semble avoir été abandonné depuis des décennies. Les bâtiments sont délabrés. Des fenêtres brisées. Des portes pendant de leurs gonds. Mais des gens sortent pour le rencontrer. Environ 30 personnes. Elles ont l'air normales. Portent des vêtements modernes, sourient et agitent la main. Un homme plus âgé s'approche. Merci d'avoir apporté les fournitures. Nous les attendions. Tom aide à décharger. Pendant qu'il travaille, il essaie de discuter. Comment s'appelle ce village? Je ne l'ai jamais vu sur mes cartes. L'homme sourit. Nous aimons notre intimité. Depuis combien de temps vivez-vous ici? Oh, longtemps, très longtemps. Sirène. Tom remarque que personne ne semble avoir des smartphones. Pas d'antenne. Satellite. Pas de générateur moderne. Le village a l'air comme s'il était bloqué dans les années 1950. Vous n'avez pas d'électricité? Demande-t-il. Nous avons ce dont nous avons besoin, dit l'homme. Après avoir déchargé, Tom demande s'il peut utiliser leur toilette. L'homme le dirige vers un bâtiment. Tom entre. C'est sombre à l'intérieur. Pas de lumière. Pas de lumière. Il utilise sa lampe torche. Il remarque quelque chose sur le mur. Des photos. Vieilles photos en noir et blanc. Elles montrent le village. Mais elles sont datées. 1952. 1948. 1948. 1943. Tom regarde les gens dans les photos. Puis il se fige. Ce sont les mêmes personnes qu'il vient de voir dehors. Les visages exacts. Les mêmes. Pas des descendants. Les mêmes individus. Dans des photos de plus de 70 ans. Tom sort précipitamment du bâtiment. Son cœur bat la chamade. Il marche rapidement vers son avion. « Vous partez déjà ?» demande l'homme. « J'ai un autre vol, mon Tom. Je dois y aller. »« Bien sûr. Revenez bientôt. » Tom monte dans son avion. Il démarre le moteur. Décolle aussi vite que possible. Pendant qu'il vole, il essaie de calmer ses nerfs. Peut-être que les photos montraient leurs grands-parents qui leur ressemblaient. Ça arrive dans les familles. Mais il ne peut pas arrêter de penser à autre chose.
Les vêtements dans les photos étaient identiques aux vêtements que les gens portaient aujourd'hui. Les mêmes styles, les mêmes pièces. Les mêmes pièces spécifiques. Quand Tom atterrit à sa base, il vérifie son GPS. Il essaie de trouver le village à nouveau. Les coordonnées qui l'ont amené là-bas n'indiquent rien. Juste une zone sauvage vide. Il vérifie ses cartes. Erreur. Aucun village à cet endroit. Il vérifie les dossiers officiels. Aucune communauté enregistrée dans cette zone. Tom contacte le client qui a demandé le numéro ne fonctionne plus. L'adresse email rebondit. C'est comme si le client n'avait jamais existé. Tom raconte ce qui s'est passé à d'autres pilotes. C'est passé à d'autres pilotes. Certains rient, d'autres deviennent silencieux. Un pilote plus âgé lui dit « Tu n'es pas le premier à trouver un village qui n'existe pas. Et tu ne seras pas le dernier. Il y a des endroits en Alaska qui ne sont pas vraiment là. Pas tout le temps. Mais parfois, tu peux les trouver. Et si tu les trouves, tu ne poses pas de questions. Tu fais ton travail et tu pars. » Tom a essayé de retrouver le village. Il a volé le même itinéraire des dizaines de fois. Il ne l'a jamais retrouvé. Juste une nature sauvage vide. Mais parfois, tard dans la nuit, il reçoit des emails. Toujours de l'adresse qui ne fonctionne plus. Toujours le même message. « Merci pour la livraison. Nous aurons bientôt besoin d'une autre. » Tom ne répond jamais. Il ne veut pas retourner. Parce qu'il sait maintenant qu'il y a des endroits en Alaska qui ne devraient pas exister. Des communautés qui se sont détachées du temps. Des villages où les gens ne vieillissent pas. Ne partent pas. Attendent juste. Attendant quoi? Tom ne veut pas savoir.